29 mars. J'aimerais parler là. Je suis tout seul, donc j'ai pas encore parlé avec personne. Et il y a des choses comme ça qui trottent dans ma tête. Et cette chose que je pourrais appeler du fait, du fait d'acter les choses. J'ai pensé à une courge plutôt que j'ai chez moi, voilà, une courge que j'ai achetée il y a pas si longtemps. Et donc cette courge, j'en avais acheté plusieurs. Il y en a deux qui se sont liquéfiées. Donc j'ai peur que la dernière qui reste le soit aussi. Donc je dois aller vérifier tout en ayant peur d'être confirmé finalement dans mes appréhensions. Alors il y a bien entendu une perte, on constate une perte matérielle, monétaire, etc. D'accord, 4 euros, c'est 4 euros. Mais en plus de ça, il y a le fait que on se sent comme en faute. On a perdu le contrôle sur une chose. Donc, le fait d'acter, c'est pas ça que je voulais dire. Le fait d'acter, c'est de prendre connaissance d'une information nouvelle. Cette information va créer un ante et un après. Voilà, donc il y a deux moments dans l'histoire personnelle ou dans l'histoire du vivant lui-même. Il y a un avant et un après. Donc, alors, il y a toujours le problème de l'échelle. C'est par rapport à quoi? Une courge, c'est pas très important. On peut en produire des millions. Donc, si une venait à subir un sort un peu, comment dire, de toutes les façons, elle aurait fini sa vie sous forme de comment dire, de consommer, voilà. Donc, c'est presque, on pourrait dire, la manière qu'a trouvé la courge d'échapper à ce qui était prévu pour elle. Donc elle se suicide en quelque sorte. Elle échappe à ce sort, certainement pas très enviable, d'être ingurgitée dans l'opération. Les courges ne recueillent pas grand-chose. Si dans l'opération on devait ingérer les graines de la courge et qu'à l'après, à la sortie, on va les voir, je sais pas, on va leur offrir de quoi pouvoir démarrer dans la vie. À la rigueur, on pourrait dire voilà, ou alors des choses qui ne peuvent germer qu'après être passées dans l'intestin d'un être vivant ou d'un autre. Donc, on pourrait dire voilà. Mais dans l'opération, la courge ne gagne rien. Donc, bien sûr, le fait que l'homme cultive la courge lui permet quand même de rester présente de façon assez massive. L'homme a choisi ce fruit-là ou ce légume-là pour son usage et en même temps, la courge y trouve son intérêt. En tout cas, la chose, c'est que l'on prend acte de la nouvelle réalité et après, c'est notre rapport au monde, il commence un nouveau chapitre dans notre rapport au monde commence à ce moment-là, démarre à ce moment-là, et dans notre mémoire, dans nos esprits. Une chose s'est inscrite pour la durée de nos vies. Si on passe l'information à quelqu'un d'autre, ça va être pareil. Donc on va créer une sorte on va interférer dans la marche normale du monde. On va ajouter un élément de, non pas
de rupture, de dissonance, de alors le terme de disruption, je ne sais pas vraiment l'utiliser, alors je le prononce, mais j'en suis pas, et puis j'en ai marre d'aller chercher la signification réelle des termes que je peux retrouver sur ma langue. Peu importe, il y a une réalité qui a subi, la réalité a subi une transformation. En tout cas, la réalité, sa réalité subjective, plus précisément, puisque on doit tenir compte d'un élément et d'un changement d'état, et ce changement d'état, comment dire, on peut pas comment dire, on peut pas agir sur lui. On peut pas exercer, comme on pourrait dire, je veux remonter dans le temps, je veux remonter en arrière pour essayer d'empêcher la survenue de cet événement. On prend acte, on est dans le regret, mais on est déjà dans la résignation. C'est devenu impossible. Une courge, quand on l'a entière et prête à l'emploi, on peut envisager beaucoup de choses pour elle. Alors, cuite à la vapeur, rissolée, plein de choses. Mais une fois réduite à une sorte de pulpe, à une sorte de cette chose qui subit ce phénomène physique de la liquéfaction, phénomène dont on ignore tout, évidemment. Est-ce que c'est un phénomène chimique, physico-chimique? Est-ce que c'est un phénomène qui dépend peut-être de ferments ou de bactéries? Donc, les ferments sont aussi, je ne sais pas si les ferments sont des bactéries aussi. En tout cas, je pense les ferments, c'est plutôt des champignons, ça serait plutôt d'un autre ordre. En tout cas, peu importe, il y a là l'intervention, il y a là des réactions, il y a là tout un ensemble de transformations, et ces transformations débutent à un certain moment. Ça prend du temps. Ce n'est pas quelque chose qui se fait très rapidement. Et un élément assez particulier dans cette affaire, c'est qu'on retrouve les graines, une partie des graines qu'on retrouve dans le cœur de la protégée, évidemment, dans le cœur de la courge, on les retrouve déjà en germination. Ce qui est quand même assez singulier. Donc, on commence par une courge. Je suis encore dans le deuil de cette courge. Perdu, presque, on se dit, j'ai été défait dans ma vigilance, dans mon rapport aux choses que je possède. J'ai été vaincu par une force. Alors, on ne peut pas dire que c'est une force surnaturelle, même si, par plein d'aspects, elle présente beaucoup de mystères. Elle avance masquée. Donc, on pourrait dire, tiens, c'est un diable, c'est un esprit malin qui passait comme ça dans la nuit. Il a décidé de nous infliger une petite secousse. Voilà, dans ton confort, machin, un élément de contrariété, un élément de déstabilisation, voilà, donc tu dois faire attention, évidemment, dans le rapport à nos réserves alimentaires, nous avons à faire face à des ravageurs, évidemment, les mythes, entre autres, et nous voyons aussi l'irruption de la vie finalement, la vie qui s'invite. Et quelquefois, on a conservé une chose, on a pris la précaution de la conserver à l'abri de la lumière, à l'abri de l'humidité, et on la retrouve totalement transformée par l'action des mythes. Les mythes l'ont colonisé, ils l'ont utilisé pour leur propre usage. On a là, finalement, des processus qui échappent à notre contrôle. Voilà donc la chose. Alors,
quand on dit à quelqu'un le fait d'acter. Et on ne conteste pas une information. Là, pour la liquéfaction, j'ai en face de moi un phénomène physique que je ne peux accepter comme réalité. Réalité indépassable, réalité incontestable. Mais quand quelqu'un me raconte quelque chose, est-ce que je suis obligé de le croire? Simplement, ça peut être de l'ordre des choses assez bénignes comme des choses assez graves, assez impactantes. Mais par exemple, on dit à quelqu'un « j'ai perdu un proche ». La personne, qu'est-ce qu'elle dit? Condoléances, condoléances, condo. Allah. Alors, je pourrais avoir envie de répondre, mais qu'est-ce que tu me racontes? Allah, rien du tout, je m'en fous de ce que tu es en train de dire. Moi, je m'en fous. Je ne veux pas accepter la mort. Il ne faut jamais accepter la mort, évidemment. Même si c'est inscrit dans les gènes, même si c'est inscrit dans tout le processus du vivant, c'est normal, la mort des organismes, etc. D'accord? On comprend. On comprend pas la nécessité. Et même si on la comprend d'une certaine façon, on l'accepte pas. Accepte pas. Simplement, c'est comme ça. Et c'est mon droit le plus strict de ne pas accepter. Pas accepter d'être gouverné par une loi qui échappe à mon contrôle. Là, la vie, il y a plusieurs types de morts. Il y a la mort, on peut dire la mort à soi-même, quelquefois on n'habite plus son corps, on n'habite plus sa tête, déjà. Il y a des morts qui précèdent la grande mort, il y a des morts, il y a des gens qui sont encore vivants, mais en partie ils sont absents parce qu'ils n'ont plus de mémoire, parce qu'ils sont devenus différents. Le père ou la mère que vous avez connu, ce père-là est mort, cette mère-là est morte depuis longtemps. Vous avez en face de vous quelqu'un de diminué. Vous lui posez des questions, il ne sait pas répondre, ou il répond à côté. Donc déjà, ça vous prépare d'une certaine façon, vous changez votre rapport à cet être qui compte tant pour vous. Et donc les gens, ils actent, comme si finalement ça devient une sorte de réaction presque inconsciente, de répondre condoléances. Mais je ne te demande rien, je te demande pas de me présenter tes condoléances. Je m'en fiche, dans l'absolu, j'en ai rien à fiche. Finalement, la chose que je veux, c'est la mort. Il y a des gens avec lesquels j'ai pas encore fini. J'ai pas encore fini de dire, de partager. J'ai pas encore fini. Et bien sûr, tu pourras me répondre, mais tu as eu assez de temps. Et tu as passé, je sais pas combien d'années t'es resté loin, tu as choisi. J'ai choisi sans choisir, je ne savais pas. J'ai été pris par des soucis, j'ai été pris par ma folie, j'ai été pris par, je sais pas, j'étais perdu. Là, je suis en train de me reprendre. Et j'aimerais finalement avoir près de moi ma mère, mon père, mon frère, etc. Condoléances, ça ne me concerne en rien du tout. Donc les condoléances, tu peux m'en présenter toutes les secondes, ça me sert strictement à rien. C'est la traversée de la douleur, l'expérience de la douleur, et il y a des douleurs vraiment très très particulières. C'est une douleur, on pourrait dire le cri d'un animal pris au piège et qui appelle au secours. J'ai entendu un jour, le cri d'un chien qui venait d'être écrasé par une voiture. Et là, c'est un cri, je n'ai pas conservé le cri dans ma mémoire.
Mais par contre, j'ai conservé quelque chose de cet écrit, de ce cri-là. Et c'est un cri de douleur, en même temps presque dans lequel il y avait une plainte, il y avait une douleur atroce. Donc la roue de la voiture venait de briser. Évidemment, j'imagine le dos, la colonne vertébrale brisée. Mais il a eu le temps d'émettre ce cri glaçant, évidemment. Et on a en nous ce cri-là. On en a toute une série de cris. Et si j'ai envie de parler de mes morts, j'ai envie de crier, de pousser ce cri de désespoir. Non, jamais, je ne crois pas. Je ne peux pas l'accepter, je ne peux pas l'acter. Je ne peux pas l'accepter comme j'accepterais la liquéfaction d'une courge. Non, ce n'est pas de la même dimension. Non, cette chose-là, cet arrachage, cet arrachement, cette mutilation, je ne peux pas l'accepter. Moi, j'ai toujours fonctionné. Mon monde, il fonctionnait à partir de ces éléments-là. Mon monde n'est plus complet. Il est raccourci, il est diminué, il est réduit. Donc voilà, une partie essentielle de moi-même s'en est allée. Donc il faut le dire, il faut le crier, il faut le manifester. Il faut presque organiser une sorte, non pas de pèlerinage, mais une sorte d'expression populaire comme pour l'expression de la douleur chez les chiites, régulière, saisonnière. On va exprimer la douleur. Comme peut-être le font les Mexicains, comme le font des cultures qui finalement se souviennent de leur mort. Et ils sont, peut-être certains sont dans la douleur. Se souvenir, c'est être en deuil, c'est revivre le deuil. Se remplir de colère et de tristesse. Colère contre la mort, contre ce destin qui nous est promis. Ça ne dérange pas l'éternité. Ça ne me dérange pas, ça ne me fait pas peur, l'éternité. Mais la mort, par contre, la mort, et c'est ce qui suit la mort. Moi, les gens qui me tiennent à cœur, j'aime pas les voir dans un trou poussiéreux. J'ai pas envie. C'est pas une fin, ça. C'est pas digne de ces êtres. Et de ce qu'ils ont été, ce qu'ils représentent pour moi, ce qu'ils ont représenté pour le monde. Alors, acter, d'accord, on acte. Non, on n'acte pas. On n'acte pas le monde. Le monde, il doit réserver, je sais pas, des journées, des mois de souvenirs. Se souvenir de façon, j'allais dire, forte, de façon sensible, et non pas avec les mots, et non pas avec quelques rituels que ce soit. Il faut plus que le rituel. Il faut, comme les gens qui se souviennent du martyr Hussein, et qui finalement se flagellent jusqu'au sang. Là, tout le monde ne le fait pas, évidemment. Là, c'est une démonstration. Évidemment, on est dans des temps d'épidémie, et là, on pourrait voir naître, si les choses devaient se perpétuer, on pourrait voir ce type de réaction populaire des gens qui marchent, qui se déplacent en cortège pour demander, pour faire pénitence. Parce que on pense aussi que voilà, finalement le besoin de faire pénitence est un besoin intéressant. Faire pénitence parce que quelquefois on a failli, on n'a pas fait ce qu'il fallait. Simplement, quand on dit mort, on doit demander qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Pour moi, c'est uniquement un dispositif sanitaire, un dispositif de prise en charge qui n'a pas fonctionné. Voilà, aujourd'hui, on parle de symptômes de détresse respiratoire aiguë. Il s'agissait de ça. Il y avait personne pour prendre la personne atteinte de ça en charge.
C'est un pays qui ne prend pas soin de ses citoyens. C'est ça le problème. Et donc on peut voir ça se multiplier. Alors dire oui, il nous faut nous révolter contre la mort, il nous faut nous révolter contre la pénurie, il faut nous révolter contre l'incurie d'un État. Un État qui ne prend pas soin de ses administrés. Un État qui doit être finalement qui doit être démis de son rôle d'État, de son rôle de gouverneur, de gouvernant. C'est un État qui a failli. Alors, des structures. Alors évidemment, un État, c'est plusieurs structures, plusieurs. Ce n'est pas quelques personnes, c'est toute simplement donc acter pour les choses bénignes. Ce n'est pas très grave. Ce n'est pas très grave. Comme il y a des choses, il y a l'effet, j'allais dire réverbération, il y a l'effet onde, et comme pour les tremblements de terre, il y a réplique, etc. Le fait d'acter, ça doit être en fonction de la capacité de l'événement à produire des secousses et des répliques. Quand vous perdez quelqu'un, cet élément, quand vous finalement vous avez une histoire qui se termine, une histoire de partage avec quelqu'un. Quand vous avez connu quelqu'un et que vous ne pouvez plus continuer à vivre avec lui. Alors, là, il s'agit il s'agit d'un événement important, un événement de rupture. Vous rompez avec quelque chose que vous connaissez, vous entrez dans l'inconnu. Après, il se peut que le reste de votre vie se passe dans la solitude. Alors, si vous parlez d'une rupture à quelqu'un, cette personne doit être consciente, suffisamment consciente pour prendre, considérer l'événement dans toute sa gravité et dans tout son potentiel potentiel mortifère presque. Mortifère. Alors donc acter bien sûr la mort, on y est préparé. Quelquefois elle nous surprend, elle nous met vraiment en échec. On a pensé la mort d'une personne et c'est pas cette personne qui meurt, c'est une autre personne. Alors, on doit se réjouir pour une personne et qu'est-ce qu'on doit penser pour l'autre. On doit inscrire les choses dans quelque chose de plus grand. Évidemment, si on se focalise que sur ses propres malheurs et finalement, sa propre désespérance, on s'en sort pas. Il faut inscrire, évidemment, ces choses presque intimes, propres à soi, dans un cadre plus global. Nous faisons partie d'une espèce, cette espèce a des particularités, cette espèce a une espérance de vie moyenne, cette espèce fait face à des menaces, à des risques, voici, etc. Nous devons nous considérer comme, finalement, comme les membres d'une seule famille et se protéger les uns les autres collectivement. Nous devons, c'est ce que nous avons comme ressources, nous devons le consacrer à notre protection et à notre sauvegarde mutuelle. J'ai un savoir, le savoir, je dois en faire profiter tout le monde. J'ai la capacité d'apporter un éclairage ou d'aider à la compréhension. Je ne dois pas seulement en faire profiter mon entourage, mais évidemment élargir cela. Simplement, c'est pas facile avec les mots. Alors la compétence, c'est quoi la compétence? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on peut dire? Mais en tout cas, l'idée d'appartenir à une partie de ce tout, de se dire, moi j'appartiens à un territoire géographique, etc., c'est
ça ne fonctionne pas. C'est abandonner les appartenances ethniques, les appartenances linguistiques, les appartenances nationales, les appartenances continentales, etc. Il faut... D'ailleurs, la preuve, ce que nous traversons actuellement, se moque évidemment de toutes les frontières que nous avons établies. Il se moque des frontières de classe, il se moque des frontières de frontières physiques. Et, pour lui, ça n'existe pas. Il fait abstraction de tout cela. Il ne va pas se dire, tiens, il y a une partie des gens qui vont être épargnés parce que ceux-là, ce sont les élus. Une partie de gens qui n'ont pas été, qui n'ont pas commis le péché, qui n'ont pas été dans une sorte qui n'ont pas été des hédonistes, qui n'ont pas été des égoïstes, qui n'ont pas été ceci, cela. Donc, ceux-là vont être sauvés. Or, on voit dans deux parties du monde, c'est d'abord, et même dans d'autres, c'est d'abord dans les milieux de gens pratiquants. Pratiquants, évidemment, ils pratiquent avec sincérité, etc. Mais ça ne les a pas préservés. Peut-être que chaque église, de son côté, se perçoit comme l'église la plus proche de Dieu, ou peut-être la plus avancée dans l'adoration du divin, etc. Non, ça a commencé. C'est eux qui ont été à la base, à l'origine de l'importation du virus. Et donc, voilà, personne ne pourra être épargné. Il n'y a pas d'élus. Il n'y a pas de gens plus, plus vertueux que d'autres. D'ailleurs, la vertu et le vice, nous sommes en même temps des gens vertueux, des gens pas vertueux. Alors, admettons notre nature, qui ne pourra jamais être une nature vertueuse. Admettons nos limites et admettons, voilà, nous faisons partie, nous avons du désir, nous avons, je l'ai dit, des sortes d'atavisme de par notre appartenance, notre histoire génétique, etc. Nous aimons d'abord penser à nous-mêmes, à nos proches, etc. Mais nous devons essayer d'échapper à ce déterminisme biologique, à ce déterminisme peut-être culturel, etc. Mais nous devons. Alors donc, acter, non, j'acte pas. Dans une sorte de positionnement, une sorte de posture. Moi, j'aime jouer les rebelles. J'aime jouer les insoumis. J'aime jouer les réfractaires. Je suis réfractaire. Simplement, c'est une possibilité. Donnons-nous la possibilité de ne pas finalement d'essayer voilà, on peut réagir comme ça. Ce n'est pas non plus obligatoire. On peut accepter les choses et passer à autre chose. Oui, d'accord, j'ai noté. Il est mort, c'est noté. Condoléances, c'est noté. Bon, on passe à autre chose. Non. On passe pas à autre chose. On passe pas à autre chose. Alors, je veux pas que tu actes. Je veux pas que tu actes pour rien. N'acte surtout pas. Peut-être, dis-moi, écris-moi, dis-moi ce qu'on représentait pour toi ce père. Voilà, parle-moi de ce père. Fais-moi connaître quelque chose sur une échelle de 1 à 10, dis-moi à quel point, sur quelle échelle tu te trouves, est-ce que c'est ta douleur, ta perte, es-tu proche du 10 ou est-ce qu'elle est plutôt dans la moyenne, est-ce qu'elle est plutôt de côté 4-5, non, je te dirais que il n'y a pas d'échelle. Pour moi, ma douleur, il n'y a pas d'échelle. Elle dépasse, alors c'est l'échelle 20, c'est l'échelle 30, alors que, voilà. Non, c'est
ça ne se mesure pas. Après, moi, je vais pas essayer non plus de jouer ce jeu-là très longtemps. Je sais que l'on vit avec, que on apprend justement nous-mêmes, d'une certaine façon, à acter. Moi-même, j'acte les choses. Et j'accepte. Je suis obligé d'accepter. Je peux me révolter intellectuellement, finalement, m'en prendre au destin, à Dieu, à tout ce qu'on veut, mais mais j'accepte. J'accepte. Après, je passe mon temps à reconsidérer cette acceptation. C'est ça. Je viens de pleurer. En même temps, j'ai pleuré parce que évidemment, je suis dans un état pas du tout. Alors, j'imagine que pour une fois, je suis comme tout le monde. Tout le monde a peur. Tout le monde a peur. Tout le monde craint pour lui et pour sa proximité. On craint. On est tous dans la crainte, on est tous dans l'attente, on est tous dans... Voilà. Et la crise de larmes pourrait venir plus régulièrement qu'auparavant. Ces temps-ci, je pourrais me mettre à pleurer pour rien. Alors c'était la chose qui était que je voyais, sans jamais le dire à personne. Mais en tant que mâle, je l'ai un peu considéré presque de façon machinale comme réservé aux femmes. C'est les femmes qui pleurent facilement. Je suis content si j'arrive moi à pleurer, à ce que finalement les larmes me viennent aux yeux. Les larmes, c'est la plus belle expression, le plus beau présent que l'on fait à soi-même et aux autres. J'ai été capable de pleurer. Voici l'exploit, mon exploit du jour et mon exploit tout court. Bien entendu, nous ne cessons pas de vivre, mais la mort doit finalement être comme pour le virus qui nous oblige à changer nos habitudes de façon radicale, évidemment, de façon inédite. Là encore, nous devons changer notre rapport aux choses. Alors comme on dit, tiens, d'accord, j'ai cette idée-là, j'ai ce principe-là, je n'en demeure pas, mais il y a la mort. Mais il y a la mort. Et quand je vais être mort, alors mes principes, ils n'existeront plus. Pourquoi je défends une chose qui est promise à l'anéantissement? Je défends cette vision. À quoi ça sert que je défende une vision, que je défende une doctrine, etc. J'ai à rien défendre. J'ai simplement essayé de vivre et à dominer ma peur et mon angoisse et à faire en sorte de peut-être de rester vivant et valide le plus possible, simplement. J'ai pas d'autres lieux de résidence que ce lieu-là. Je vis. Mon corps est ma résidence, et quand j'aurai plus mon corps, je cesserai d'exister. Voilà, donc je n'ai pas la possibilité d'obtenir confirmation d'une existence autre. Voilà, pour l'instant, voilà, je suis un mortel, condamné à mourir de façon définitive. Alors, à défendre une doctrine, mais je défends rien. À défendre une philosophie, je défends rien, ni la philosophie du plaisir, ni la philosophie de la retenue, de la mesure. J'ai rien à défendre. J'ai même pas à défendre la terre. Je m'en fiche de la terre. La terre, elle a ses cycles à elle. La terre s'en fiche de moi. Je suis juste quelque chose qui court sur la surface. Mais la terre, ce n'est pas que la surface. Et la terre, ce n'est pas quelques centaines de milliers d'années, même quelques millions d'années. C'est des milliards d'années. Et qui suis-je, moi, pour me préoccuper d'une chose qui, finalement, se transforme et qui évolue dans cette temporalité-là.
moi, mon espérance de vie, ça se limite à ça se compte par décennies. Alors, j'ai 60 ans, vais-je avoir 70, vais-je avoir 80, tout est possible, mais évidemment avec beaucoup de, comment dire, de prudence. Alors, rien n'est acquis. Personne ne peut me garantir que je vais vivre jusqu'à 70 ans. Personne. Alors, voilà, simplement le moment. D'une certaine façon, j'accepte le moment, j'accepte les contraintes du moment et j'essaie de faire du moment peut-être un moyen d'obtenir un peu plus de modération, un peu plus de comment en fait comment être dans les choses sans être possédé par les choses. Comment être dans la vie sans être totalement aveuglé par la vie et par les choses que la vie nous impose. Il faut réfléchir sur la vie finalement à partir comme si on était mort, comme si on n'était plus là. Alors, quelque chose qui doit nous guider. Nous sommes évidemment des êtres de passage. Nous n'avons pas, nous ne pouvons pas demeurer quelque part. Nous faisons que passer. Alors, nous devons peut-être nous situer dans quelque chose de plus large. Alors, c'est en termes de continuité. Alors, ce sont nous, descendants, ou les gens qui viendront après nous. Voilà, on leur laisse, on aimerait peut-être qu'ils leur léguer quelque chose. Peut-être, qu'est-ce qu'on pourrait léguer aux générations futures? Une meilleure manière d'aplanir les difficultés, de faire face à l'imprévu, de moins subir l'aléatoire. Voilà, en tout cas, revenir pour finir sur cette histoire d'acter, le fait d'acter. Acter, non. On dit à quelqu'un, simplement, quelquefois, on arrive devant quelqu'un, on lui dit une chose qui va l'affecter, mais la personne prend cette chose comme quelque chose de totalement fini. Et la réaction, c'est d'être dans une sorte de logicité. C'est normal. Tu provoques une situation et puis cette initiation ou cette initialisation va évidemment donner telle une réaction que l'on peut finalement déterminer à l'avance. Je viens de te dire que je ne veux plus de toi. Et ce que tu vas, toi, enregistrer, c'est la négation. Je ne veux plus de toi. Mais peut-être que ce je ne veut pas dire exactement ça. Qu'il veut dire je veux d'une autre façon. Je veux de toi d'une autre façon. J'ai un problème, un malaise, ou j'ai un embarras dans la manière dont la relation se passe. J'aimerais qu'il y ait du changement. J'aimerais qu'il y ait de l'innovation. Je ne suis pas satisfait. Après, on peut négocier. Ai-je raison de ne pas être satisfait ou est-ce que je pousse un peu trop loin? En tout cas, simplement ne pas être dans, comme on appelle ça, il doit y avoir une réaction, non pas, j'arrive pas à trouver le terme, ça peut être dans le domaine de la biologie, je sais pas, ou dans un autre domaine, et une réaction presque, non pas stéréotypée, mais presque, on ne peut pas on ne peut pas échapper. On réagit à un stimuli, on réagit d'une certaine façon. Stimuli positif, stimuli négatif,
on réagit selon la nature du stimulus, selon peut-être l'intensité du stimulus. Non, non, je ne veux pas de toi, ça ne veut strictement pas dire ça. Ça ne veut strictement pas dire ça. Parce que dans l'absolu, il n'y a pas ça. Je n'ai même pas le pouvoir je n'ai pas le pouvoir de dire ça. Pendant un bref instant, je deviens une sorte d'impérateur. J'instaure un peu, j'essaie de gouverner l'instant, mais en fait non. Je ne maîtrise rien parce que je peux bien sûr prendre la posture de celui qui dicte, mais ça dure combien de temps? Ça dure une fraction de temps. Et on ne peut pas finalement édifier toute sa relation à l'autre sur la base d'une fraction, sur la base d'une expression. Il faut remettre les choses un peu, prendre de la distance et dire simplement à l'autre, mais qu'est-ce que tu es en train de dire? Tu peux répéter, tu te rends compte de la portée de ce que tu viens de dire, simplement interpeller l'autre, engager la responsabilité de l'autre dans ce qu'il est en train de dire et d'avancer. Obliger l'autre finalement à prendre conscience. Quand on a besoin de quelqu'un, il faut pas l'accompagner dans ces, j'allais dire, dans ces petites caprices. Voilà, il y a un caprice, il y a comme un caprice. Alors, voilà, acter, non, il n'y a pas d'acter. On n'acte pas. Pour les choses que l'on peut, au moins au niveau des mots, au niveau de la parole, que l'on peut un peu considérer de plein de façons, ouais, voilà, je me permets uniquement à ce niveau-là, je me permets, voilà, donc je peux faire exister la courge liquéfiée, je peux continuer, bon, je ne l'ai pas fréquentée longtemps, je garde une idée de à quoi elle ressemblait, et je peux essayer de la faire vivre. Comment faire vivre nos chers disparus. Alors qu'en fait, il ne pas les reléguer un peu, les reléguer aux oubliettes. Non, laissons-les venir à nous, laissons-les être présents à nos côtés, qu'ils nous, d'une certaine façon, qu'ils veillent sur nous, qu'ils soient nos anges gardiens, qu'ils soient nos guides, même évidemment de façon totalement, j'allais dire, c'est du pur imaginatif, mais c'est comme ça, on ne vit pas que de réalité, que de concrété, où on ne vit pas que de choses effectives, on vit aussi de choses un peu de l'ordre de l'insubstantiel, de l'ordre de, je sais pas, c'est réel, oui c'est réel, la douleur c'est réel, l'intensité de la douleur c'est réel, il y a des choses, le sentiment d'être seul, d'être abandonné, ça peut aussi avoir une certaine réalité. Après, donc, quelqu'un qui n'est plus là, il peut être présent à mes côtés. C'est presque aussi réel, quelquefois, qu'une personne physique. Oui, il y a comme une sorte de conversation non rompue, une conversation continue avec des gens qui ne sont plus là. Une conversation, oui, et ces gens, quelquefois, continuent de nous regarder, continuent de jeter, d'être présents comme ils l'ont été de leur vivant. On les voit aller venir, on les voit
marcher, on les voit nous dire une chose, et on se rappelle beaucoup de choses. Alors, acter, non, acter, mais comme on dit, mesure et contre-mesure. Mesure et contre-mesure. Il ne faut pas acter, il faut réagir. Il faut trouver comment réagir. Pas comment vaincre la mort, ce n'est pas pour bientôt, mais pourquoi pas. Faisons échec à la mort. Et essayons de lutter par nos moyens qui sont un peu réduits, mais luttons contre la mort. Luttons contre finalement contre la résignation, contre le fait d'accepter trop facilement. Trop facilement. Bien sûr, on peut remarquer que l'idée d'acter, on peut considérer que un État fort, un État, je vais dire, dictatorial, avec ses lois, avec ses gens, avec ses milices, avec ses... Bien sûr, on ne peut pas lutter. L'individu qui est lutté, il est rapidement isolé, il est rapidement mis au secret, il peut être vaincu. Même des groupes entiers. Alors, la lutte, il faut peut-être la mettre sous une autre échelle, il faut la reporter sur le temps long. Bien entendu, toujours le problème, et souvent, si on dénie un État, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on peut mettre à la place? Est-ce qu'on a un projet? Est-ce que le projet, c'est uniquement d'abattre un régime, ou est-ce que on a la mandat à abattre un régime et on a un projet en face? Donc, se soumettre d'une certaine façon, se soumettre presque extérieurement, de faire le dos rond, à Taqiya, mais en attendant de pouvoir s'exprimer, de pouvoir se redresser. Il n'est jamais trop tard pour réagir, il n'est jamais trop tard pour reprendre le contrôle des choses. Face à la mort, nous devons passer par plusieurs étapes. Étape de la, finalement, du déni. Après, on arrive tout, peut dire, peu à peu à l'étape de la validation. Mais on peut être dans une sorte de position médiane, ni acceptation, ni refus, quelque chose. Alors, c'est ce type de rapport, comment, la question qui est posée à tout le monde, comment faire face à ces choses qui... j'ai pas de terme, alors je pourrais convoquer le terme d'entropie. Il y a obligatoirement une chose qui veut dire que ce que l'on a, on ne pourra pas l'avoir de façon permanente. Alors, une loi qui veut que une chose, elle atteint peut-être un certain niveau de, comment dire, elle atteint un état, puis elle ne peut pas se maintenir longtemps dans cet état. On a un ensemble de gens dans notre proximité, obligatoirement ce chiffre va se réduire. On peut, ne serait-ce que par, comment dire, il y a des tas de phénomènes qui agissent dans cet aspect des choses. Après, comment dire, notre monde est destiné à subir des attaques, à subir des défaites. Nous allons vers la défaite. Alors comment y aller? On pourrait dire en chantant, en essayant de ne pas y penser. Nous pourrions être dans le carnaval permanent. On va mourir, alors autant, comme on voit à la fin du monde, on peut dire, voilà, autant se livrer à tout ce que l'on se refusait auparavant, voilà, ne plus avoir de limites,
ne plus se préoccuper de rien, ne plus être contraint par rien. Donc, d'une certaine façon, c'est intéressant aussi l'idée qu'il faut être là aussi le plaisir. Le plaisir est une chose voilà, le plaisir. Et on sait que l'on peut être dans une sorte de continuité dans le plaisir. Quand nous avons apprécié notre mémoire olfactive, quand nous avons apprécié non, notre mémoire gustative, mais aussi olfactive et autres, nous avons apprécié des choses et on peut être certain que le fait de continuer de les apprécier, c'est une forme, là aussi, je mange pour toi, je déguste pour toi. Voilà, ce plat, je l'aime parce que toi aussi, parce que tu m'as appris à l'aimer. Donc, voilà, n'est pas la part de l'absent. La part de l'absent, voilà. On est laissant une place vide pour les absents. C'est pas grave, ils sont partis, mais c'est pas une raison pour les faire, pour ne pas les, finalement, ne plus les avoir avec soi. Absent mais présent. Alors c'est évidemment l'absence-présence, c'est un peu difficile à gérer, mais parce que il faut aussi penser aux vivants. Si finalement nous préoccupons que des morts, on risquerait de moins s'intéresser aux vivants. Donc c'est un rapport qu'il faut trouver, une sorte d'équilibre à instaurer. Voici donc, je ne sais pas si j'ai été clair dans cette idée du mot acter, du fait d'acter, et quand l'acter est une chose qui n'est pas utile, qui n'a pas de sens, qui n'a pas d'intérêt. On pourrait parler d'un effort collectif, une personne rétive, une personne dans une sorte de position d'incrédulité. Il faut collectivement faire en sorte de la ramener vers la raison. On pourrait dire presque c'est un effort inconscient. Voilà, et ces condoléances à rallonge, ça pourrait être une forme, une sorte de contribution collective pour de nouveau, pour faire un peu permettre à cette personne de faire, de se retirer du monde de la douleur, du monde un peu, voilà. Donc on pourrait trouver une justification à cette litanie des condoléances. Évidemment, c'est presque pathologique tellement c'est devenu massif et finalement et stéréotypé. Voilà, c'est comme on pourrait dire à un moment donné, il y avait ces papiers, je sais pas quoi, des certificats d'indulgence vendus par la papauté, je sais plus quoi, je sais pas comment on les appelait, en tout cas le certificat d'indulgence, etc. pour finalement échapper peut-être aux épreuves au moment de la résurrection, je sais quoi, mais en tout cas c'est l'indulgence, voilà, l'indulgence papale pour ne pas être pour échapper peut-être à un sort douloureux dans l'au-delà. En tout cas, voilà. Donc, on pourrait dire qu'il y a des gens pour qui le fait de présenter les condoléances, ça constitue comme une sorte de forme de... c'est une manière d'acheter, je sais pas, d'acheter une conduite, d'acheter une... je sais pas, ça devient un rituel bizarre. J'ai pas les mots pour le décrire. Un rituel qui incite à la méfiance. C'est trop massif pour que ça soit innocent.
Qu'est-ce que c'est que cette façon d'avoir rapport à la mort? Tout le monde de la même façon, tout le monde avec les mêmes termes, évidemment, voilà, nous ne sommes pas à Dieu, et nous ne lui revenons pas, il ne faut pas le dire, nous sommes pas du matériel divin, peut-être, c'est très, très compliqué, cette formule-là, nous sommes à Dieu et nous lui revenons, nous ne sommes pas à Dieu, peut-être, mais nous ne sommes pas, comment je pourrais dire, dans cette idée d'appartenance, et finalement, je n'appartiens pas à Dieu. Voilà la chose qu'il faut dire clairement. Je n'appartiens pas à Dieu. Peut-être, j'appartiens à Dieu. Mais je n'ai aucune certitude. C'est uniquement dans le domaine de l'hypothèse, dans le domaine de la foi. Et la foi, ce n'est pas la rationalité. Mais rationnellement, si j'agis, je n'ai aucune confirmation de cette appartenance-là. Donc, bien entendu, quel meilleur sort que celui de dire que finalement, que l'on va être rappelé à Dieu. C'est extraordinaire. C'est mieux que d'être livré à la poussière et livré au mouches et au vers. C'est beaucoup plus, beaucoup plus noble. Mais la réalité, c'est qu'on va être livré à la décomposition. C'est la réalité. C'est pas ça, c'est pas les choses, c'est la réalité physique, physiologique des choses, physico-chimique, etc. Voilà. Là, si on se fait pas brûler, on aura droit à la décomposition, sauf dans des situations particulières qui favorisent un peu une sorte de momification naturelle. Voilà, mais en général, voilà. Donc le passage obligé, c'est la décomposition. Voilà, alors je te souhaite une belle et heureuse décomposition. Voilà, pour le dire sur un plan évidemment très très second et tierce degré. C'est simplement la formule, c'est comment dire, je trouve pas le terme. La formule, une formule, j'ai à peu près le terme, un peu comme une formule magique. C'est la formule, la formule. Alors peut-être que la formule est vécue, approchée de façon littérale, alors qu'elle n'est pas littérale. Elle parle des corps, alors que peut-être, si nous on pense corps, et peut-être qu'il s'agit là d'âme ou d'autre chose. Donc, nous sommes à Dieu par rapport à une partie de ce qui nous constitue. Pas par rapport à nos corps, ce qui peut-être va peut-être ressusciter, ce ne sont peut-être pas les corps physiques, mais autre chose. Alors voilà déjà la question. Comment interpréter cette formule-là? Alors c'est une formule pré, j'arrive pas à trouver le terme, alors je reviens vers le terme magique. En tout cas, une série de choses qui aident sans aider, qui aident la personne affectée à essayer, et voilà. Donc, simplement, j'aurais pas dû continuer. Je me suis pris les pieds dans ces quelques développements, derniers développements. Ce n'est pas grave. J'ai peur, finalement, des réactions de certains qui pourraient dire celui-là est je sais pas, un impie de pur impie, oui, alors, impie, qu'est-ce que tu veux? C'est mon destin. C'est mon destin d'être un impie, c'est mon destin d'être un incroyant. Mais attention, prudent. Je suis un croyant. Attention, ne te précipite pas, ne me juge pas. Tu n'as pas la faculté, tu n'as pas le pouvoir de me juger. Ce pouvoir-là, voilà. Moi, je me permets de me juger parce que je me connais mieux, et puis, je me connais mieux, et je sais que
peut-être je me découvre des choses. Je suis en train de me découvrir à moi-même. Voilà, j'explore. Et déjà, dans cette exploration, mais je n'ai plus de position fixe. Je bouge. J'introduis un peu de souplesse dans mes raisonnements, dans mes positions. Pas de position, à dire, irréfutable, une position... non, oui, un croyant, croyant, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? On aimerait, on aimerait pouvoir être croyant. Comme toi tu crois, j'aimerais pouvoir croire de la même façon que toi. J'aimerais pouvoir avoir accès à ce confort que tu as toi. Moi, pour moi, tu es dans le confort. Et moi, je suis dans l'inconfort. Je suis un peu dans le doute. Ce doute-là n'est pas un doute rassurant. N'est pas un doute, c'est un doute qui m'angoisse et qui me perturbe dans ma vie. J'aurais aimé être un croyant, tout ce qui est lambda. Lambda, pas de problème. Mais je suis pas ça. Qu'est-ce qui a fait que je sois comme ça et comme ça? C'était dans écrit, c'était prévu. Voilà, à moi le destin d'être comme ça et peut-être j'exprime par là-même une particularité que tous ont, mais qui laissent de côté. Voilà, je suis après tout, je suis comme toi, je suis comme tout le monde. Juste moi, j'exprime un peu plus fortement cet aspect des choses. Tout le monde est un croyant, mais c'est une incroyance dormante, c'est une incroyance occultée. Tout tout le monde doute. Mais voilà, alors, vous les douteux en puissance, essayez de me comprendre, essayez de pas trop m'accabler, voilà, de vous, je sais pas quoi. Simplement, je me promène, gère de raisonnement en raisonnement, de mot en mot, gère de finalement de vision en vision. Je ne peux pas dire de dogme en dogme, j'ai pas de dogme. Donc je gère, j'essaie de construire un monde avec mes moyens qui sont évidemment limités et très limités. J'ai l'impression que j'y parviens pas. Mais évidemment, j'ai pas ce pouvoir-là. Donc, malgré tout, je m'acharne. Je m'acharne et j'essaie de poursuivre cette tâche-là sans être finalement assuré d'aboutir où que ce soit. Voici donc mon calvaire à moi. Et voilà, c'est ma croix. Je la porte et je la porterai jusqu'à la fin. Voilà. Donc, acté, acté. Je me suis vraiment éloigné de ce acté. Oui, des mesures. Acter une chose, mais il y a quand même des mesures exceptionnelles. Il faut agir. Il ne faut pas se laisser gagner par peut-être par encore une fois un mot que j'ai perdu, par faut pas se laisser dominer par le côté terrible d'une épreuve, le côté presque envahissant, le côté dominant, le côté, voilà, c'est un moment dur à passer et on va tous y laisser quelque chose. Alors, pour certains, vivre en faisant face à des épreuves de toutes sortes, c'est du quotidien. Pour d'autres, c'est nouveau. C'est nouveau. Alors, c'est comme ça. Mais après donc, acter, pas acter, après tout, on vit juste le temps, peut-être de développer une petite idée, une idée à soi,
Voilà, c'est toute notre vie résumée dans une seule phrase, une seule idée, une seule chose, voilà, qui exprime toute notre sensibilité, toute notre finalement personnalité, notre singularité. Voilà, si tu devais me résumer le monde, ton rapport au monde, finalement comment tu vois les choses, tes peurs, tes rêves pour, je sais pas, ce que tu penses pour les générations futures, en une phrase. Moi, je le vois comme ça, voilà, une phrase. Comme rien de plus, on a juste le temps de mettre en évidence ou de produire ou de faire émerger cette phrase. Après, c'est le temps de s'en aller. Voilà, le silence, de se taire. Alors, voilà, parler parce que il y aura un moment où ça ne le sera plus possible. Donc, parler tant que cela est encore de l'ordre du faisable. Parler tant que l'on a encore la capacité d'envoyer des mots, même si il y a des vides, même s'il y a des pertes, même si la chose n'est pas tout à fait des plus convaincantes. Parler, c'est uniquement c'est le seul but et la seule ambition de ce travail-là. Bon, adieu en tout cas.